Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Ici, des experts en élevage partagent leurs connaissances et conseils pratiques pour vous accompagner dans la gestion de vos fourrages. Je suis Sophie Dias, créatrice de podcast, et j'ai été choisie pour donner la parole à ces experts. Ensemble, nous allons explorer des solutions pour améliorer la performance et la durabilité de vos systèmes fourragers. Si vous vous questionnez sur la production et la gestion des fourrages, ce podcast est fait pour vous. Bonjour chers auditeurs, nous accueillons aujourd'hui Carole Gigot, ingénieure régionale fourrage chez Arvalis et basée à la ferme expérimentale des Bordes. Bonjour Carole. Bonjour Sophie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et pour commencer, j'ai une première question. La ferme expérimentale des Bordes, qu'est-ce que vous faites exactement sur place ? Alors sur place, on travaille les fourrages vraiment du début jusqu'à la fin. De l'agronomie, en passant par l'implantation, le choix des espèces, etc., jusqu'à la valorisation par des bovins. On a donc des bovins sur la ferme expérimentale. Bovins allaitants. Allaitants, exactement. Avec toi, on va parler de fertilisation azotée dans les prairies. Rappelle-nous pourquoi c'est si important. Eh bien en fait, la fertilisation azotée, c'est important tout simplement parce que c'est présent partout dans notre écosystème prairial. C'est présent dans le sol, dans la plante et dans l'air. Dans le sol, on retrouve deux sortes d'azote. On a la partie organique, la partie minérale. On a des phénomènes chimiques qui permettent de passer d'une forme à l'autre. Comme la minéralisation. Exactement. C'est le phénomène qu'on connaît le plus, puisqu'en fait, la plante, elle est capable d'absorber que de l'azote minéral. D'où l'importance de la minéralisation, qui est dépendante de la température et de l'humidité du sol. Alors concrètement, à quoi ça va servir ? En fait, la fertilisation azotée, elle est indispensable pour produire de la biomasse. Sans azote, en fait, notre plante, elle ne vit pas correctement, elle ne se développe pas correctement et on n'atteint pas l'optimum de rendement qu'on pourrait avoir. Sur quels critères on va se baser, du coup, pour maximiser sa production de fourrage, par exemple ? Alors, en fait, pour maximiser sa production de fourrage, la fertilisation azotée, elle est inclue dans la fertilité chimique des sols. Et donc, tout ça, c'est régi par plusieurs lois. On a la loi du minimum. En fait, c'est la notion de facteur limitant. Si la plante elle a un élément nutritif dans son milieu qui est limitant par rapport à ses besoins, eh bien, elle ne va pas produire autant qu'elle pourrait le faire. Donc là, c'est la loi des minimums. On a une deuxième loi, c'est la loi des rendements décroissants. C'est la notion de palier, en fait. Plus on va apporter un élément nutritif, ça ne veut pas dire que plus on va produire. Au bout d'un moment, ça va stagner. Et puis, on a une dernière loi, c'est la loi de la concentration optimum. Pour qu'un élément il soit absorbé dans les bonnes quantités et dans les meilleures manières par la plante, il faut qu'elle soit en bonne quantité dans son milieu. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'on a des risques de toxicité. Il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez, parce qu'on a des risques de carence. Oui, c'est ça. C'est ni être en carence, ni être en excès. Toujours être dans l'idéal, l'optimum, on va dire. C'est ça. Est-ce qu'il y a un deuxième point sur lequel c'est utile, en tout cas, cette fertilisation azotée ? La fertilisation azotée, c'est aussi un levier pour produire un peu plus tôt au printemps. En fait, depuis le changement climatique qu'on subit, c'est de plus en plus compliqué de produire l'été. Donc le but, c'est de produire un maximum de fourrage sur le printemps. Et en fait, la fertilisation azotée, ça peut être un levier, puisque plus on va apporter une dose d'azote élevée au printemps, plus le rendement optimum qu'on veut aller chercher, on va l'avoir précocement. Et donc, éventuellement, on va pouvoir faire un deuxième cycle avant la période estivale qui est de plus en plus critique. Alors, tu parles de dose, mais comment on fait pour calculer la quantité d'azote idéale à apporter ? On a une méthode de référence, c'est la méthode du bilan. Cette méthode, elle est basée sur un équilibre entre les fournitures et les besoins de la plante. Donc, on va d'abord calculer les besoins en se fixant un rendement objectif qui est quand même réaliste, qui tient compte du passé un peu de la parcelle. Et puis, on va mettre en face les fournitures. En fourniture, on a 3 sources. On a les sources par le sol. Donc là, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du type de sol, ça dépend du passé de fertilisation. On va avoir une deuxième source, c'est la contribution des légumineuses. Puisqu'en fait, on sait que les légumineuses vont capter l'azote atmosphérique, produire des nodosités, qui vont ensuite permettre de fertiliser les graminées qui sont associées. S'il n'y a pas de légumineuses, cette partie-là, on l'oublie. On a une troisième source, c'est les restitutions au pâturage. Parce qu'en fait, dans les déjections des animaux, on a une partie organique, mais on a aussi une partie minérale qui est valorisable. Et puis en plus de ça, on peut avoir des effluents d'élevage. Donc il faut aussi en tenir compte. Et puis pour combler, éventuellement, si l'équilibre n'est pas là, on peut apporter de l'azote minéral. Alors tu parles d'effluents d'élevage par rapport à l'azote minéral. Est-ce que tout ça, ça se vaut ?
Eh bien non, tout ne se vaut pas entre azote minéral et effluent d'élevage, puisqu'en fait, dans les effluents d'élevage, on a une proportion d'azote organique qui n'est pas disponible pour la plante, on a une proportion d'azote minéral et on a une proportion d'azote organique rapidement minéralisable. Et en fait, tout ça, ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de l'origine de l'effluent, si c'est de l'effluent de bovin, d'ovin, de caprin, etc. Ça va dépendre du système, du stockage. Donc en fait, tout ne se vaut pas. Mais quand on dit que tout ne se vaut pas, on a le coefficient d'équivalence qui va nous aider. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, il va nous aider à savoir à combien d'azote minéral correspond mon azote organique apporté par les effluents d'élevage. La conversion. C'est ça. On a des coefficients d'équivalence qui vont être différents selon l'origine du produit, puisqu'en fait, par exemple, un effluent de porcin apporte plus d'azote minéral qu'un effluent de bovin. Donc on va avoir un coefficient d'équivalence qui est différent. Et ce coefficient d'équivalence, il diffère aussi selon la période à laquelle on apporte l'effluent d'élevage, parce qu'en fait, un effluent d'élevage a plus ou moins besoin de minéralisation selon la proportion d'azote organique pour ensuite être disponible pour la plante. J'allais justement te poser la question, c'est quand qu'on apporte cet azote dans l'année ? Alors l'azote minéral, on va plutôt l'apporter au printemps. En fait, on veut faire coïncider les besoins de la plante avec la disponibilité de l'azote. Et en fait, les besoins de la plante, ils sont maximum au moment de la pleine pousse, donc au printemps. Tu as des dates ou des indicateurs à nous transmettre ? Il y a plusieurs essais qui ont été conduits qui ont permis de montrer qu'un apport à 200 degrés jour, 1er janvier, 0 degré, eh bien, valorisait le mieux l'azote. Donc en fait, pour ça, on peut avoir un petit outil qui est gratuitement disponible en ligne, qui s'appelle Data & Prairie, où on rentre notre code postal et ça nous dit à quel moment de l'année on se situe en termes de degrés jour. C'est aussi précis que ça ? Ouais. Plutôt pratique du coup pour chaque éleveur. C'est très pratico-pratique. Alors tu nous as parlé de date, mais il y a aussi un point qui est important qui est aussi les conditions météorologiques pour venir apporter son azote. Sur quel point il faut être vigilant ? Alors pour venir apporter son azote, il faut être vigilant aussi aux conditions, donc aux conditions de température, de vent, de pluviométrie. Si on apporte quelque chose, donc une partie azote minéral importante, que ce soit directement de l'azote minéral ou un effluent d'élevage riche en azote minéral, on va plutôt le faire en amont de pluie annoncée, dans des températures pas trop chaudes et avec un minimum de vent pour limiter la volatilisation. Pour les effluents qui sont riches en organique, on va plutôt préconiser un apport à l'automne pour laisser tout l'hiver passer pour avoir le phénomène de minéralisation qui se met en place. Ça ait le temps de se minéraliser en tout cas. C'est ça, pour que ce soit disponible au printemps pour la plante. Il faut éviter la volatilisation, la lixiviation. En fait, il faut éviter de jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, ce qui semble logique de toute façon. Carole, il y a aussi un autre point qu'on voit souvent, c'est la stratégie de fractionnement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt et dans quel cas la pratiquer ? Alors effectivement, ça peut être intéressant de fractionner l'apport d'azote, notamment quand, une fois qu'on a fait le calcul avec la méthode du bilan, on arrive à des besoins supérieurs à 100 kg d'azote hectare. Donc s'il y a trop de déficit. C'est ça. Là, on va préconiser un fractionnement. On a d'ailleurs des essais qui nous ont permis de dire que fractionner, quand on est sur des doses pareilles, ça nous permet de ne pas trop diminuer le rendement et d'augmenter la qualité. Donc du coup, on a le bon compromis quantité-qualité en fractionnement, par rapport, par exemple, à un apport tardif d'azote. Là, on vient de présenter la fertilisation azotée. Il y a d'autres types de fertilisation, parce que l'azote ne fait pas tout. Effectivement, quand on parle de fertilisation, tout de suite, on pense à l'azote. Mais en fait, une prairie, comme n'importe quel végétal, a besoin de phosphore, de potasse, d'un statut acido-basique convenable. Et en fait, selon les cultures, chacun a ses besoins. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter et en fait, l'azote ne fait pas le tout. Il faut tous les éléments. C'est un sujet qu'on a abordé dans l'épisode avec Philippe. Il me semble que c'est l'épisode 7 où on a parlé notamment de fertilisation PK. Donc j'invite ceux qui nous écoutent à aller écouter aussi l'épisode de Philippe. Comme ça permettra de venir compléter cette réflexion. Brièvement, Carole, vos travaux en cours sur la ferme des Bordes, sur ce sujet de la fertilisation azotée. Alors on a des travaux qui remontent au début des années 2000, donc on veut les mettre à jour. Donc on a déjà un essai qui s'est déroulé de 2017 à 2020. On a eu déjà pas mal de réponses à nos questions. Mais c'était que dans un seul contexte pédoclimatique, celui de la ferme expérimentale des Bordes. Et actuellement, on a un essai en cours dans le cadre de Cap Protéines Plus, où là, on a un réseau de 4 essais. On a la ferme expérimentale des Bordes, on a la ferme expérimentale de la Jaillère, une ferme Arvalis, on a la ferme expérimentale de la Blanche Maison, en Normandie, et la ferme expérimentale des Bouviers, dans le Morbihan. Et là, on va essayer de répondre à plusieurs questions.
la question de la dose d'apport, la question du fractionnement, de la date d'apport et aussi de la stratégie. Est-ce qu'on apporte dès la première année d'exploitation ou est-ce qu'on attend la deuxième année? Et vous aurez les résultats à partir de quand? Eh bien, pour avoir les résultats, il faut se donner rendez-vous dans 2-3 ans, le temps de mettre en place les stratégies et d'analyser les résultats. Bien évidemment. Carole, toute dernière question, comme à chaque fois. S'il y a un éleveur qui se questionne sur sa fertilisation azotée, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais de ne pas forcément faire comme le voisin, parce que tous les systèmes sont différents. Et donc, du coup, il faut vraiment se poser sur son système, faire les calculs qui correspondent à notre système, à nos effluents d'élevage, pour savoir ce qu'il faut faire sur les prairies. Merci Carole pour ce dernier message et je te dis à bientôt, à dans 2-3 ans. Voilà, à dans 2-3 ans. Merci Sophie. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.